Les tendances s'inversent désormais, puisque Robin Rivaton est le seul représentant masculin du tableau rond. Voilà. Voilà. On fait des progrès au fur et à mesure que la journée avance. Voilà. Donc, nous avons 40 minutes avec 4 intervenants. Je voulais d'abord demander, pour commencer, à la maire de Bondy, secrétaire générale de l'Association des maires d'Île-de-France, et aussi, je crois, vice-présidente de la toute jeune Association des maires du 93, de Seine-Saint-Denis, pardon. Poser une question un peu liée aux thématiques précédentes, mais qui est un sujet sur lequel vous tweetez beaucoup, à savoir le Grand Paris Express. Est-ce que le Grand Paris Express sera un moyen de réconcilier les territoires? Évidemment, oui. Sans l'ombre d'un doute. C'est un moyen de réconcilier les territoires. On a été organisé en radial pendant très très longtemps et quelque part on ignorait la banlieue, on ignorait qu'il devait y avoir des liens de banlieue à banlieue. On ignorait également la formidable vitalité démographique de la banlieue et puis on ignorait le lien très dépendant des banlieusards à la voiture du fait de l'absence de transport en commun structurant. Et c'est particulièrement vrai en Seine-Saint-Denis qui accuse un retard manifeste en transport en commun structurant depuis des décennies. Donc évidemment, c'est un moyen de réconcilier les territoires, de faire se parler tout simplement. Aujourd'hui, on met 50 minutes pour aller de Bondy à Nanterre, à la Défense. Demain, avec le Grand Paris Express, c'est 33 minutes. Un autre pôle économique important pour les séquano-dionysiens, le Val de Fontenay, c'est 29 minutes aujourd'hui, c'est 7 minutes demain avec le Grand Paris Express. Seulement, je suis quand même obligée de dire que le Grand Paris Express, notamment chez nous, en Seine-Saint-Denis, pour la ligne 15 Est, il a été reculé de 5 ans. On pourrait aussi parler du plan Borloo, parce que je me souviens de vos réactions assez vives suite à la reprise par le président de la République. Il était plein d'ambition, avec 19 programmes et autant de propositions. Je vois votre regard, je ne me suis pas trompé. Donc, voilà. Que vous dire avoir demandé à quelqu'un de la stature de Jean-Louis Borloo de rendre un rapport, c'est la demande du président de la République qui l'a fait, sur les banlieues. Jean-Louis Borloo qui prend son bâton de pèlerin, qui sillonne la France et qui rend un catalogue de 19 mesures plutôt intéressante. Enfin, quelles que soient les opinions politiques des membres de l'AMF, je siège au bureau de l'AMF, on était tous d'accord pour dire, bon, il y en a peut-être une ou deux qu'on aurait pu regarder, mais la cohérence globale était importante. On passait de l'urbain à urbain plus humain. On continuait à construire, mais dans le même temps, on s'occupait de développement économique, d'éducation, de transport. Bon, bien écoutez, je ne sais pas comment il a fait pour rester jusqu'au bout. Moi, je n'ai pas tenu jusqu'au bout, le 22 mai, dans le beau salon des glaces de l'Élysée. Je ne sais pas comment Jean-Louis Borloo a fait pour rester jusqu'au bout. Il s'est fait insulter enfin en tout cas son rapport, ce qu'il avait rendu, pendant 2h30, par un président de la République qui nous apprend à vivre et qui décrète ce qu'est la modernité. Donc moi, on est dans les injonctions paradoxales depuis 1 an avec ce gouvernement. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de mâcher mes mots. On nous demande de construire des logements. Monsieur Castro en parlait à l'époque, et on nous recule de 5 ans les transports en commun. Emmanuel Macron, le 22 mai, nous vante la mobilité et le fait que nos habitants ne doivent pas être assignés à résidence. Et dans le même temps, il nous recule également de 5 ans nos transports en commun. Tout ça, on nous demande de contractualiser. Et puis pour les transports en commun, par contre, on vient chercher de l'argent. Et moi, on réclame à une ville comme Bondy, une des plus pauvres de Seine-Saint-Denis, 1 million pour que le TESAN arrive. Enfin, on n'arrive pas à financer ces transports en commun publics structurants, mais on trouve 1,7 milliard pour Aéroport de Paris et financer un transport privé pour Charles de Gaulle Express. Donc moi, les injonctions paradoxales, c'est vrai que c'est bon. Il y en a marre, ça suffit. D'accord, très bien. Je voulais aussi parler, quand même, la clé pour réconcilier les territoires, c'est l'emploi. Et on l'ignore assez souvent, mais dans notre belle région, nous avons 70 ports. Et Régine Brier, directrice générale de Aéroport Port de Paris, vous me disiez en préparant, et saviez-vous qu'il y a 16 000 emplois qualifiés sur 10 de ces zones? Et justement, est-ce que vous pouvez parler de ces emplois qu'on ignore souvent? Absolument. Donc effectivement, Port de Paris, comme son nom ne l'indique pas, en fait, c'est un réseau de ports franciliens. On couvre l'ensemble des ports publics de la région, donc depuis Montreux jusqu'à Limay.
Et c'est d'ailleurs ce qui fait notre force et notre richesse, c'est d'offrir un réseau et de permettre à nos clients qui s'implantent sur nos ports d'avoir de la cohérence dans leurs implantations et de pouvoir eux-mêmes travailler en réseau et du coup d'assurer cette répartition des emplois. Donc effectivement, nous avons fait l'année dernière avec l'INSEE une évaluation des emplois sur les 10 principales zones portuaires d'Île-de-France et qui donne un chiffre de plus de 15 600 salariés directs, en fait, employés sur ces ports, et une valeur ajoutée produite de plus d'1,2 milliard. Et c'est un exercice qu'on peut faire puisque nous sommes un réseau dans un réseau, hein, on s'était dit en préparant, c'est-à-dire qu'on est un réseau de ports en Île-de-France qui est inscrit dans un réseau de ports sur l'axe Seine avec nos collègues de Rouen et du Havre, et donc du coup, sur ce réseau également, je dirais, on a cette cohérence en fait d'activité entre les différentes implantations. Et là, c'est un chiffre de plus de 60 000 emplois directs en fait sur l'ensemble des ports d'Aropa, selon les évaluations de l'INSEE. Et des emplois effectivement qualifiés, on en avait parlé pendant la préparation, et des emplois qui couvrent une gamme très étendue en fait, depuis des emplois supérieurs jusqu'à des emplois d'ouvriers qualifiés, avec des entreprises qui s'investissent aussi avec le territoire pour la formation et l'emploi. On a par exemple sur le port de Gennevilliers les entreprises de la communauté portuaire qui, dans le domaine de la valorisation et du recyclage, qui se sont associées avec le Greta des Hauts-de-Seine pour créer une filière de baccalauréat professionnel pour les métiers qui sont les leurs. Très bien, merci. Catherine Lescure, donc déléguée régionale Île-de-France d'EDF. EDF, dans la théorie, fait de l'équité territoriale. C'est sa raison d'être. Justement, vous aussi, vous travaillez de plus en plus avec l'autoconsommation, l'autoproduction sur la production locale d'énergie. Et justement, on pourrait croire que vous êtes assez concurrencé, mais finalement, ça crée de l'emploi localisé aussi pour EDF. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cet enjeu, s'il vous plaît ? Oui, alors le territoire francilien, d'abord il faut le rappeler, ça a été dit déjà un peu tout à l'heure, mais il est effectivement très très dépendant des autres territoires, et donc cette interdépendance des territoires, c'est comme ça qu'a été bâti le système électrique français. Donc, et ça fonctionne très bien, puisque ça permet à chaque Français de payer le même prix de l'électricité, la même part et d'acheminement et du prix du kilowattheure, où qu'on soit sur le territoire français. Donc ça, c'est la base, effectivement, du système électrique. Alors, l'enjeu, quand même, que nous avons en Île-de-France, c'est d'abord que l'électricité, qui est une électricité essentiellement bas carbone, elle ne représente que 30% de la consommation de l'Île-de-France, 63% provient des énergies fossiles. Et on l'a vu avec les enjeux très forts autour du bas carbone, il va y avoir un besoin de mobilisation de toutes les ressources pour faire en sorte qu'on arrive à horizon 2050, tel que ça nous a été présenté tout à l'heure dans les schémas et de la région et de Paris, à cette neutralité carbone. Alors ça veut dire qu'effectivement, il va falloir développer davantage encore les énergies nouvelles et les énergies renouvelables et de récupération, qui représentent aujourd'hui seulement 7%. L'ambition de la région, c'est à l'horizon 2030 de doubler cette part. Et ça, c'est déjà énorme parce que d'ores et déjà, on utilise beaucoup de la géothermie, des réseaux de chaleur, de la biomasse. Notre filiale d'Alkia exploite la plupart des réseaux de géothermie en Île-de-France. On a la chance en Île-de-France d'avoir de l'eau chaude sous nos pieds. Mais ça ne représente que 7% de la consommation. Et on sait que la consommation va continuer à augmenter en Île-de-France et qu'à un moment donné, les énergies fossiles vont se substituer à d'autres énergies décarbonées, donc probablement de l'électricité, sûrement de l'hydrogène, de la méthanisation, mais donc il y a un enjeu très fort là-dessus. Et alors nous, on a lancé un grand plan solaire qui a été annoncé par Jean-Bernard Lévy il y a quelques mois maintenant, qui vise à produire 30 gigawatts de solaire sur l'ensemble du territoire français. C'est énorme, c'est l'équivalent en panneaux solaires de 3 fois la ville de Paris. Donc on imagine assez bien. Alors vous le savez, l'éolien a connu pas mal de difficultés en termes d'acceptabilité. D'ailleurs, il y a des potentiels d'éolien en Île-de-France, mais on a du mal à les exploiter parce que
Voilà, il y a des monuments classés, il y a beaucoup de couloirs aériens, donc c'est assez difficile de développer l'éolien. Le solaire, on est en train d'étudier les capacités de notre territoire à installer des fermes solaires. On va le faire d'abord prioritairement dans nos anciens sites de production. Je pense à Porcheville, par exemple, qui était une ancienne centrale thermique qui développait pour le coup de l'électricité pour le territoire francilien pendant longtemps, qui s'est arrêtée l'année dernière, et on envisage d'y installer une centrale solaire. Il faut savoir que du solaire en Île-de-France, pour qu'il soit rentable, pour que le projet du coup trouve son équation économique, il faut 15 hectares de superficie d'un seul tenant. Or, vous le savez, le foncier est très contraint en Île-de-France. Tout le monde se dit que ça a une certaine valeur. Et immobiliser pendant une trentaine d'années 15 hectares, voilà, c'est assez compliqué. Alors, on va probablement plus arriver à développer, en tout cas à court terme, le solaire sur les toitures, parce que là, il y a un potentiel absolument considérable, à la fois pour de l'autoconsommation et qui va être utilisé directement par les usagers. Éric Salomon l'évoquait tout à l'heure, la réglementation permet aujourd'hui d'autoproduire et d'autoconsommer à partir de panneaux solaires qui pourront d'ailleurs recharger les véhicules électriques, par exemple. Donc ça va créer de l'emploi, pour revenir à votre question. Oui, ça va créer de l'emploi d'abord pour faire ces installations. Donc ça veut dire qu'il faut former des gens à ces compétences. Pour la maintenance, bon, ce n'est pas des emplois forcément très qualifiés et surtout, ce n'est pas beaucoup d'emplois. Mais en Île-de-France, on a la chance, nous, d'avoir nos principaux centres de R&D. On a plus de 2000 chercheurs qui sont en Île-de-France. Et c'est là, je pense, qu'on a la ressource principale pour l'Île-de-France en termes d'emploi. On a des capacités, on a un système d'éducation incroyable. Il faut qu'on soit les champions des énergies décarbonées demain. Et on a pour ça tous les savoir-faire, on a des compétences incroyables. Et je pense que c'est vraiment à partir de ces compétences qu'on va aussi développer de l'emploi. Très bien. D'accord, merci. On va faire un tour un peu du côté de la révolution numérique, après la révolution énergétique. Romary Vaton, vous êtes le directeur général et cofondateur de Real Estate Europe. Vous avez fondé ce rassemblement, cette association de toutes les startups, ces jeunes pousses qui essayent de disrupter les grands groupes immobiliers et pas que les grands groupes. Et justement, vous affirmez à quelques jours là, du premier MIPIM PropTech à Paris que vous pouvez faire baisser tous les prix de la chaîne de valeur dans ces domaines et justement que ça bénéficie à tous et que tout le monde puisse en bénéficier. Bon, merci pour cette question. Si je reprends le thème de ce débat, qui est quand même les territoires réconciliés, les territoires ne se réconcilient pas. Un territoire, c'est une unité géographique, c'est une aire, ça ne s'oppose pas, ça ne s'antagonise pas. Par contre, c'est les gens qui habitent dessus qui peuvent s'antagoniser, qui peuvent s'opposer, se diviser. Le potentiel d'antagonisme à l'intérieur de la région Île-de-France reste relativement faible, contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres grandes métropoles où les fractures sont beaucoup plus ouvertes, où par différents jeux du marché, certaines forces technologiques, on voit qu'il y a une très forte centralisation des activités économiques, il y a une très forte centralisation des pôles de richesse, et on a quand même réussi à préserver un certain tissu et éviter justement cet antagonisme entre les populations, et non pas entre les territoires, entre les populations qui résident sur les territoires. La meilleure façon d'éviter qu'il y ait des antagonismes entre des populations sur les territoires, c'est de créer de la mobilité, pour qu'une population ne soit pas reliée à un territoire. Assignée à résidence. Assignée à résidence selon le terme consacré, et qu'elle puisse se déplacer évidemment dans l'espace urbain de manière temporaire, mais surtout de manière durable et de manière pérenne. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, et je vais arriver sur ce qu'on fait chez Real Estate, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a un sujet qui sont les prix de l'immobilier en général, et plus particulièrement du logement pour les ménages. On a connu, c'est un des rares secteurs de l'économie qui ne cesse de grimper dans la dépense des ménages, de plus en plus. Rappelons juste que, je vous coupe, excusez-moi, mais que ça y est, on a dépassé les 10 000 euros du mètre carré à Paris intramuros. On a dépassé les 10 000 euros, mais le vrai chiffre, c'est qu'on avait 20% de la dépense des ménages qui était consacrée au logement à la fin des années 90. Nous sommes à 23% aujourd'hui. Et ça, ce sont des chiffres moyennisés en national, donc qui ont très peu de sens sur la zone métropolitaine. Et ça continuera d'augmenter. Aujourd'hui, on a des taux d'effort sur le logement qui peuvent atteindre dans des grandes métropoles telles que Londres ou New York des 40, 45, 50% de la dépense des ménages. Et donc aujourd'hui, collectivement, l'ambition, et je pense que la technologie a un rôle là-dedans, mais la régulation a un rôle encore plus important là-dedans, notre ambition collective, c'est de se dire comment
on met fin à cette croissance folle de la dépense en faveur de l'immobilier, notamment encore une fois le résidentiel pour les ménages, et comment aujourd'hui on apporte une réponse. La réponse, encore une fois, comme je l'ai dit, elle est d'une part technologique, c'est la plus mineure, et elle est d'autre part de la régulation. On connaît les solutions de régulation, il y a des travaux à faire sur la densification, c'est évident, et sur la technologie, il y a plein de choses à faire aujourd'hui. On sait construire moins cher, on sait construire des bâtiments qui peuvent être extrêmement économes, notamment en énergie. Il y a plein de projets aujourd'hui où il y a des ingénieristes qui font des choses absolument formidables, qui arrivent à faire des bâtiments qui sont extrêmement économes et qui permettent de réduire véritablement le coût de l'immobilier, le coût complet de l'immobilier pour les ménages. On a aujourd'hui plein de solutions numériques qui permettent de réduire les services annexes à l'immobilier, les coûts de la transaction, les coûts de l'entretien. Il y a tout un ensemble un écosystème qui coûte extrêmement cher et qui, quand on fait le coût complet de l'immobilier, de ce que paye concrètement un ménage tout au cours de sa vie pour se loger, on pourrait le baisser drastiquement grâce à la technologie. Ça veut dire qu'il faut réviser nos politiques urbaines, nos politiques immobilières, nos politiques de logement. Ça a été entamé avec la loi Elan, mais on doit aller aujourd'hui beaucoup plus loin. Si on veut bénéficier de ces effets-là, on doit vraiment aller beaucoup plus loin pour faire en sorte que désormais la technologie vienne au service de la baisse des prix dans l'immobilier. Et je pèse les mots, la baisse des prix, même si effectivement ça peut ne pas enchanter tout le monde, mais je pense qu'il faut que c'est un horizon qu'on doit viser, parce que sinon, cette région, comme je disais, qui reste relativement peu fracturée, je rappelle juste quelques chiffres, mais aujourd'hui, Paris, effectivement, a franchi 10 000 € du mètre carré. Paris, c'est la 4e ville mondiale en termes de production de richesse. 4e ville mondiale en termes de production de richesse. C'est la 20e ville mondiale en termes de prix de l'immobilier. Donc ça veut dire qu'on a des prix de l'immobilier qui sont plutôt bien tenus comparé à ce qu'ils sont dans les autres métropoles. 10 000 € du mètre carré, ça paraît énorme, mais aujourd'hui à Londres, à New York, à Shanghai ou à Singapour, qui sont des villes équivalentes à Paris, vraiment, qui sont les villes de la même strate, les prix sont 2-3 fois supérieurs. Donc c'est juste pour dire qu'il faut qu'on se rende compte que cette dynamique, elle peut monter très haut et qu'elle, là, elle peut causer des fractures extrêmement fortes à l'intérieur du territoire, et que la solution, c'est de se mettre collectivement en faveur de la technologie et avec une régulation efficace pour faire baisser ces prix de l'immobilier. Merci. Sylvine Thomasin, avec vous, on va changer complètement de sujet, puisque je voulais vous poser une question d'actualité. Vous êtes donc, on l'a dit tout à l'heure, je le répète, secrétaire général de l'Association des maires d'Île-de-France et depuis peu vice-présidente de l'Association des maires de Seine-Saint-Denis. À quoi servent ces associations, justement, dans ce thème? Parce que souvent, on entend les revendications, justement, par rapport à la baisse dotation globale de fonctionnement. Mais est-ce que ces réunions de maires vous servent aussi à trouver des problématiques communes? On parle de plus en plus de couture entre les communes, de ponts, de liens. Je pense au campus Condorcet, porte de la Chapelle, Aubervilliers. Je pense même à une résidence étudiante qui va être construite porte de Vanves, entre Paris et Vanves. Alors, je dois vous dire que j'étais pas une... Ça ne fait que 6 ans que je suis maire, mais je n'étais pas une fanat, dans un premier temps, des associations d'élus. J'ai passé mes 3 premières années de mandat à labourer ma ville, à essayer de tout comprendre, et voilà, ce n'était pas ma priorité que les associations d'élus. Et puis, en effet, je suis devenue secrétaire générale de la MIF, vice-présidente de l'AMF, et à ce titre-là, j'ai souhaité contribuer, après je m'en retirerai, à constituer l'association, la déclinaison départementale de l'AMF en Seine-Saint-Denis, qui était le seul département de France, métropole, outre-mer, à ne pas avoir de déclinaison départementale. Donc, c'est sur Comment les rails. vous l'expliquez? Voilà. L'histoire, voilà, tout simplement. Les maires souvent se rencontraient, se disaient il faudrait quand même qu'on le fasse, et personne n'a jamais fait. Donc, avec Mohamed Ghiabali de l'île Saint-Denis, Patrice Bessac de Montreuil et Pierre-Yves Martin de Livry-Gargan, 4 partis politiques différents, on décide de la constituer, et ça y est, c'est parti. Et puis, moi, je me suis rendu compte, alors d'abord à la MIF, parce que j'ai commencé par la MIF, à quel point c'était nécessaire que d'avoir ce regard distancié. Autrement, on adore tous notre ville, notre territoire, et on a le nez sur le guidon en permanence. Moi, grâce à la MIF, hier et toujours aujourd'hui, et l'AMF aujourd'hui, je me rends compte que je croise des élus qui ne sont pas forcément de mon opinion politique, et que je dirais que le faire que nous avons en commun surplombe très souvent
les différences partisanes qui peuvent être les nôtres. D'ailleurs, nos appareils politiques pourraient peut-être un petit peu s'inspirer de ce que l'on fait, nous, les élus locaux, sur le terrain. Et il y aurait matière à penser pour un certain nombre de nos appareils politiques. J'ai mal entendu, ou vous imaginez un dialogue entre les Républicains et le PS, par exemple? Mais sur des histoires très locales, on le fait tous les jours. On le fait tous les jours. Vous voyez, le pont de Bondy, donc, qui devait accueillir, enfin qui l'accueillera toujours, mais 5 ans plus tard, la gare emblématique de la ligne 15 Est. Bobigny, Noisy-le-Sec, Bondy. UDI, Parti socialiste. Avec Est Ensemble, on a réussi, donc un territoire plutôt ancré à gauche, mais voilà, on a réussi à 9 villes, et notamment ces 3-là, à se parler, à regarder précisément où se poserait la belle gare, qui viendra dans 5 ans plus tard, mais bon, où se poserait... Au départ, ça devait être sur Bondy, et puis en fait, on a trouvé que c'était plus intelligent que ce soit à Noisy-le-Sec, et tous les 3, on a décidé de cela. Et on est en train d'imaginer l'aménagement qui se fera tout autour, parce qu'évidemment, on ne fait pas gare, on ne fait pas quartier avec juste une gare. Donc ouais, tout ça, on est capable de le faire. Il faut penser l'aménagement de l'espace public. Évidemment, il faut, pour faire quartier, un véritable quartier, il faut bien sûr qu'il y ait la gare, il faut qu'il y ait un équipement sportif, ça tombe bien, il y aura la piscine olympique, enfin en tout cas qui servira aux entraînements du water-polo pour les JO 2024. Il y aura le décathlon qui reviendra se poser là, en bordure de canal de l'Ourcq. Roland Castro en parlait tout à l'heure, mais c'est juste magnifique d'avoir le canal de l'Ourcq. On a juste oublié, nous, dans nos banlieues, qu'il coulait au milieu de la Seine-Saint-Denis parce qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir de fenêtres sur ce canal. C'est une histoire qui est maintenant terminée. Il va y avoir 8000 logements qui vont sortir de la porte de Pantin à la sortie de Bondy. Donc c'est carrément 30 000 habitants, c'est carrément, si on compte Pavillon-sous-Bois en plus, c'est une petite ville, enfin une ville moyenne, qui naît là. C'est bien pour ça qu'on a besoin de transports en commun. Donc moi je dirais oui, les associations d'élus, ça apporte de l'intelligence collective, ça nous permet de faire front commun parfois, hein, et là en ce moment il y a véritablement besoin. Un exemple, en ce moment, on a interpellé Gérard Collomb avec la MIF, donc avec Stéphane Baudet. Je pense que ça marche mieux quand on a des présidents intelligents. Hein. On en a 2 à l'AMF, François Barouin et André Léniel, et puis on forme un bon tandem, je crois, avec Stéphane Baudet, qui est quelqu'un de passionnant pour la MIF. Eh bien, écoutez, on a interpellé Gérard Collomb parce qu'on n'a pas de policiers municipaux. Le 22 mai, j'entends le président de la République, toujours lui décidément, qui dit « Mais oui, mais il faut que les polices municipales travaillent mieux avec la police nationale. » Banco, est-ce qu'il sait, monsieur Macron, que nous, on a un concours de policiers municipaux tous les 2 ans, en Ile-de-France, qui ne suffit même pas au départ en retraite de nos policiers. On a interpellé Gérard Collomb, on a fait un communiqué de presse, ça commence à bouger. Quand les infrastructures de police ne sont pas défaillantes, parce que souvenez-vous, on avait aussi eu à l'Élysée, dans cette salle des fêtes, le témoignage d'une commissaire de police de 28 ans qui nous expliquait que travailler sur une version inférieure à Windows 98, c'était un peu scandaleux. 2,5 fois moins de policiers en Seine-Saint-Denis qu'à Paris. Ça suffit quand on dit ça. Mais oui, il faut réconcilier les territoires, bien sûr, bien sûr. Je pense ça veut dire quelque chose. En se parlant, justement, on peut y arriver. Claude Dillin avait réussi à parler avec Claude Dillin, le maire de Clichy-sous-Bois, avec Fromentin de Neuilly-sur-Seine. Ils avaient commencé à poser des bases communes pour que les humiliés et les apeurés, les humiliés de notre côté, les apeurés de l'Ouest, arrivent à se parler et à se comprendre. Merci. On parlait du canal de l'Ourcq, hein, donc on va revenir à vous, Madame Breillet, directrice générale d'Aéroports de Paris. Il va y avoir beaucoup de chantiers, donc le Grand Paris Express, les Jeux Olympiques, mais les habitants du Grand Paris d'Île-de-France ne veulent pas voir défiler des tas de camions, on les comprend. Justement, vous allez permettre, grâce à vos infrastructures, de limiter ces nuisances. Absolument. Nous, notre raison d'être, une de nos raisons d'être, c'est d'apporter des solutions pour des transports qui soient moins émissifs en CO2, d'où l'importance du réseau dont on parlait tout à l'heure, qui permet en fait d'avoir des ports au plus près des chantiers, pour autant effectivement qu'on ait la Seine ou l'un de ses affluents qui ne soit pas loin. Et un de nos grands défis, c'est bien toute la préparation des Jeux Olympiques et le chantier du Grand Paris Express, qui à la fois demande beaucoup d'apports de matériaux de construction et surtout une quantité absolument gigantesque de déblais à évacuer, puisqu'on parle de 45 millions de tonnes. On sera le plus grand chantier de tunnels au monde pendant quelques années. Et notre travail, en fait, c'est de mobiliser à la fois des terrains et des ports qui peuvent être des grandes plateformes comme Bonneuil-sur-Marne, par exemple, mais qui peuvent être aussi des petits ports urbains pour permettre
aux entreprises qui travaillent sur ces chantiers du Grand Paris Express de pouvoir évacuer les déblais par la voie fluviale, ou au contraire d'avoir un approvisionnement en matériaux de construction qui se fait également par la Seine. Donc ça, il faut imaginer que notre trafic annuel, il est de 20 millions de tonnes. Ça représente 1 million de camions en moins sur les routes d'Île-de-France, 200 000 tonnes de CO2 chaque année économisées, avec une ambition qui est de continuer de faire toujours mieux, en fait, puisqu'on a un potentiel qui est supérieur à celui-là. Alors ensuite, ça nous donne une autre obligation, parce que c'est très difficile d'agir, je dirais, en tant qu'apporteur de solutions de transport pour limiter le CO2, et que les activités qui sont sur nos zones ne soient pas exemplaires, en fait. Donc on a depuis plusieurs années, depuis plus de 15 ans, une démarche avec les entreprises qui sont implantées sur le port, qui se recouvre sur une charte qui s'appelle la charte d'amélioration des ports, et dont l'objectif, en fait, est de diminuer dans une démarche qualité collective les nuisances qui sont apportées par les activités portuaires, donc qu'il s'agisse de bruit, qu'il s'agisse d'émissions de poussière, qu'il s'agisse de trafic routier, parce qu'il y en a quand même un peu associé à l'activité portuaire. Et donc aujourd'hui, on a des fédérations professionnelles, donc que ce soit du BTP ou des produits valorisables, qui sont adhérents et signataires de la charte. C'est une opération qu'on mène en partenariat avec la ville de Paris, qui est également partenaire de cette charte, et qui représente chaque année 115 audits qui sont réalisés par un auditeur extérieur et indépendant, et du port et des entreprises qui sont auditées. Et maintenant, on peut suivre, en fait, la progression des notes et donc l'effet de cette charte sur nos activités, et on voit une progression de près de 10% entre 2009 et 2017. Est-ce que vous avez le pouvoir aussi à demander à ces compagnies de transport de renoncer à la barge diesel et passer à des bateaux électriques, voire même des bateaux hydrogène zéro émission, qui rejettent que de l'eau dans de l'eau, du coup Ça, c'est un enjeu important, c'est-à-dire qu'effectivement, on a le transport fluvial, c'est un des modes, c'est le mode terrestre le plus propre aujourd'hui, le plus efficace, mais il n'empêche que pour autant, le fait d'être le meilleur n'empêche pas de devoir faire des progrès avec, au fur et à mesure que de l'évolution des technologies. Et donc on a, depuis l'année dernière, en partenariat avec les associations professionnelles et avec VNF, donc un trophée de la flotte environnementale qui récompense, en fait, les efforts qui sont faits par les compagnies pour aller vers un transport plus propre, donc que ce soit au niveau de la motorisation, au niveau aussi des rejets qui sont faits et qui sont liés à leur activité. Merci. On parlait donc juste avant de l'économie circulaire. EDF s'y met aussi avec le projet Tango B. Je ne sais pas si c'est le vrai nom du projet ou si c'est un nom de code que vous m'avez dévoilé, Catherine Lescure, quand on préparait cette interview. Voilà, parce que les déchets des entreprises, d'un côté de l'Île-de-France, produiront l'énergie des autres, et notamment des habitants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet ? Alors, oui, je reprendrai l'expression de Roland Castro tout à l'heure. Il y a la ville intelligente, c'est une ville responsable d'abord. Et c'est une ville respirable aussi. Une ville respirable, une ville où il fait bon vivre, où les gens ont envie d'élever leurs enfants, de se promener, de travailler, de se développer culturellement, etc. Donc ça, c'est l'enjeu. Et effectivement, l'économie circulaire fait partie des solutions qu'il va falloir qu'on développe tous de plus en plus. Alors, avant d'aller sur Tango B, je parlerai d'abord d'un projet qui existe maintenant depuis 10 ans, puisqu'on a fêté son 10e anniversaire il y a quelques jours, qui est la centrale de valorisation des déchets d'Icéane à Issy-les-Moulineaux, qui est absolument exemplaire, qui traite 500 000 tonnes de déchets de l'Île-de-France, enfin de la petite couronne, chaque année, qui permet de chauffer plus de 80 000 logements franciliens, qui permet également, grâce à ces surplus de production d'électricité, d'alimenter à peu près 4000 foyers en électricité, puis en plus qui est totalement autosuffisante. Et
par ailleurs, qui recyclent les mâches-fer qui vont ensuite sur les routes, etc. Donc ça, c'est effectivement une solution qu'il faut qu'on développe de plus en plus parce que c'est absolument clé pour nos territoires d'utiliser, de valoriser finalement nos déchets. Donc ça, cette centrale, elle existe et elle est bien là et on en est fiers puisqu'on l'exploite aux côtés du SICTOM. Le deuxième sujet, on a développé une application numérique, nos chercheurs, à partir de toutes les compétences qu'on a dans l'exploitation de nos centrales. À partir de ces compétences, on a développé une application qui permet d'être mise à disposition des territoires pour regarder comment mieux utiliser tous les fluides, on va dire, et y compris, par exemple, un data center, comment on fait que la chaleur de ce data center, elle puisse aller vers la piscine, aller chauffer la piscine plutôt que de s'évaporer dans la nature. Donc ça, c'est des choses très concrètes qui existent déjà. Et puis Tango B, alors là, c'est un projet qui est soutenu par l'ADEME, qu'on développe avec d'autres partenaires. Rappelons ce que l'ADEME, oui, c'est l'Agence Développement et de la Maîtrise de l'Énergie. Voilà, que nous développons avec d'autres partenaires, avec Orange, avec Emmaüs, pour regarder comment on peut, à travers une plateforme et avec des procédés de type blockchain, mettre à disposition les matériels de nos entreprises dont on n'a plus besoin, et plutôt que d'aller les mettre au rebut, comment on les remet à disposition, soit d'autres entreprises à des prix défiant toute concurrence, soit carrément les donnant à des associations, et comment on crée un vrai modèle, nous, les grandes entreprises, pour redonner les matériaux qui existent. Et ça, donc là aujourd'hui on le fait plutôt sur les matériaux de type bureau, mais demain ça pourrait se faire évidemment sur les terres par exemple excavées du Grand Paris Express, ça pourrait se faire sur les projets autour des JO, et je suis personnellement convaincue que c'est avec des modèles comme ceux-là qu'on rendra notre ville effectivement encore plus intelligente et plus responsable. Merci pour la transition ville intelligente avec Robin Rivaton. Donc, on a tendance à associer la real estate à mettre des capteurs tout beau tout propre dans des appartements neufs. Mais vous me disiez que ça permet aussi de faire baisser les charges dans l'ancien, la real estate, puisque ça permet donc de faire baisser les factures d'énergie. Donc en fait, vous allez faire le porte-parole d'EDF bis. La technologie, aujourd'hui, on a un sujet énorme de recomposition de l'espace urbain. Effectivement, ça a été dit tout à l'heure, on peut vouloir détruire une partie pour reconstruire, et je pense qu'à certains endroits, c'est extrêmement important. Mais on a surtout à imaginer comment on va reconvertir énormément d'espace urbain. La plasticité de l'immobilier parisien a été quand même beaucoup plus faible que la plasticité d'autres villes qui ont été capables d'inventer un certain nombre d'autres produits immobiliers, des produits immobiliers du futur, et ces tendances vont s'accélérer. Je prends juste un exemple sur le commerce. Le commerce, aujourd'hui, le e-commerce, c'est 9% de la consommation globale du commerce en France. On estime à l'horizon 2030 qu'on sera à peu près au double. L'impact que ça va avoir sur les 218 centres commerciaux d'Île-de-France, il est considérable. Qu'est-ce qu'on fait de ces espaces-là ? Il ne faut pas faire Europa City ? C'est pas du tout ce que j'ai dit. Je pense que l'Île-de-France manque d'espace de retailment, donc d'espace mixant le commerce avec des espaces de loisirs. Donc ça peut aller dans votre sens, dans le sens contraire de votre question. Comment on reconfigure le commerce ? Comment on reconfigure les rez-de-chaussée, tous ces commerces en rez-de-chaussée, est-ce qu'on les transforme en immeubles résidentiels ? Comment on transforme le pavillonnaire ? Aujourd'hui, le pavillonnaire, ce sont sur 80% du foncier dédié au résidentiel vit 20% de la population francilienne. Comment on transforme cet espace-là ? Comment on fait en sorte qu'on remette au niveau des normes énergétiques et au niveau de la performance énergétique minimale ces bâtiments ? Comment on crée de la division foncière au sein de ces bâtiments qui sont souvent sous-occupés, puisqu'on estime que la moitié de ces pavillons sont occupés par 2 personnes maximum, alors qu'ils ont été dimensionnés pour des familles donc de 4 jusqu'à 6 personnes en général. Donc on a un énorme enjeu de reconfiguration du bâti. Et la technologie peut aider énormément là-dedans. La technologie, parfois, c'est pas de la technologie très tech, qui nous paraît très lointaine, mais simplement permettre des modes d'occupation temporaires. J'étais à Londres la semaine dernière, j'ai vu une start-up, mais start-up encore une fois, très peu tech, qui permet, lorsque des bâtiments sont en vacances, et il y a beaucoup de bâtiments qui sont en vacances, qui sont entre 2 temps de leur vie,
de mettre des espaces qui sont extrêmement modulaires, qui sont faits de bois pour l'essentiel, de bois aggloméré, de permettre de loger des personnes qui sont en situation de mal logement, voire de non-logement sinon. Le propriétaire est extrêmement satisfait, ça permet d'éviter que son immeuble soit squatté, ça permet d'offrir une certaine viabilité de l'immeuble pendant ce temps-là, et ça offre un espace d'hébergement pour des personnes qui sont sinon en situation d'extrême mal logement. Et ces initiatives-là, on peut les multiplier, et on a besoin de les multiplier parce que demain, on a besoin d'une ville qui aura beaucoup changé. On va avoir besoin d'énormément d'espaces d'entreposage, de logistique, on peut être beaucoup plus futuriste, de plateformes d'atterrissage de drones, de plateformes d'atterrissage de véhicules à décollage verticaux. On a beaucoup de choses à imaginer. Et aujourd'hui, la technologie doit nous permettre d'imaginer cette ville beaucoup plus plastique, de permettre de la surélévation avec des modules en bois aussi, quelque chose qu'on fait relativement peu alors qu'on a tous les outils pour le faire aujourd'hui. Et donc cette technologie, elle ne doit pas être une technologie abstraite de type software ou de quelque chose qui nous paraît très lointain, quelque chose qui nous paraît très peu concret, mais elle doit être une technologie et de l'innovation qui doit servir à mieux vivre et à mieux habiter dans cette ville et pas seulement la subir. Merci. Et du coup, la maire de Bondy, Madame la maire de Bondy, je voulais vous poser une question, puisque les maires détiennent encore et toujours le permis de construire. Et du coup, comment vous regardez justement cette évolution du logement, de l'habitat, à l'heure de toutes ces transformations numériques? Bon, pour ce qui est des permis de construire, moi je fais partie de ceux qui espéraient une métropole très intégrée, pour justement lutter contre les inégalités historiques dans cette région Île-de-France. D'abord, j'estimais que le périmètre devait être bien plus large, et avec Antoine Grimbach notamment, je pensais que ça pouvait pas de grande métropole sans accès à la mer, et qu'on pouvait peut-être imaginer monter jusqu'au Havre. Mais c'est surtout qu'on a suffisamment longtemps vécu la centrifugeuse sociale en Seine-Saint-Denis pour pas se dire c'est bien, nous on est dans la métropole, et puis la deuxième couronne, tant pis. Il était important pour moi en tout cas de ne pas recréer une centrifugeuse sociale en envoyant toujours les plus pauvres toujours plus loin. Et donc pour moi le bon périmètre me semblait à minima l'Île-de-France, pour ne pas parler de l'accès à la mer. Alors une fois qu'on a dit ça, cette métropole intégrée, pour moi elle devait en effet prendre à bras le corps la question de l'aménagement et la question du logement, de l'habitat, et c'est pas ce qui a été choisi. Et c'est dommage, parce qu'on nous renvoie toujours à Clochemerle, quoi, à nos mairies, au mieux à nos territoires, alors qu'il faut changer de braquet si on veut rééquilibrer la région Île-de-France et justement permettre cette réconciliation des humiliés et des apeurés dont je parlais tout à l'heure. On n'est pas dans le bon braquet. C'est pour ça que j'ai aussi eu un coup de gueule contre la métropole marketing. Comment voulez-vous, par exemple, qu'avec 5 millions d'euros, la métropole puisse répondre à cette question des centres-villes vivants? On n'est pas dans le bon braquet aujourd'hui. Oui, vous parlez de ce qui avait été signé avec la Caisse des dépôts Île-de-France. Et justement, et aussi, là, je vais revenir aux annonces du président Macron. Il y a eu l'initiative Cœur de quartier qui s'est rajoutée après aux initiatives Cœur de ville, justement. Et ça, pour faire sortir des rénovations urbaines en 6 mois plutôt qu'en 3 ans. Il faut regarder, c'est encore relativement récent. Il faut regarder, mais ça s'applique à très peu de villes, alors qu'il faudrait là aussi changer de braquet et permettre à toutes nos villes d'avoir un développement harmonieux et ambitieux. Donc en effet, on met un peu plus de ZSP par ici, un peu plus de centre-ville vivant ou de cœur de quartier. Bon, allez, moi j'attendais en effet de Jean-Louis Borloo quelque chose qui était à la hauteur du PRU1, qu'il avait su mettre sur les rails, et qui ont véritablement, quoi qu'on dise ceux qui pensent qu'il n'y a pas de vie derrière le périphérique et qui ne nous connaissent pas, ce PRU1 a véritablement fait changer des quartiers entiers de nos villes et redonner confiance aux habitants dans tout simplement la République. Ce n'est pas un gros mot que de dire ça, c'est pas un mot avec trop d'emphase. Quand on redonne des conditions d'habiter respectueuses des habitants, quand on reconstruit des écoles magnifiques qui, comme par exemple à Bondy, accueillent la maîtrise de Radio France, on redonne confiance et espoir aux habitants dans les capacités qu'auront leurs enfants demain, justement à devenir des citoyens à part entière et pas des assignés à résidence. Et ça, c'était le bon braquet, il aurait fallu continuer. Je suis une incorrigible optimiste, donc je me dis que peut-être que le message de Jean-Louis Borloo va finir par être entendu quand même, malgré les annonces du 22 mai. Merci. On va enchaîner ensuite avec une nouvelle table ronde, qui sera le Grand Paris de la Culture. Merci à vous toutes et à vous, Robin.